À la une ce soir. Regarde sa balle et le but! Match décisif entre l'Espagne et la France pour une place en finale. Aussi ce soir, les Français célèbrent leur fête nationale avec l'Ukraine à l'honneur dans un défilé militaire. Merci Macron, merci Macron, merci. Merci Macron, merci Macron, merci. Chez nous, des alertes météo dans plusieurs régions du Québec avec des risques d'orages violents et même de tornades. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon mardi tout le monde. La météo nous a tenus en haleine toute la journée avec des veilles d'orages violents et même de tornades. On a eu droit à des ciels apocalyptiques, de la fumée, à de la pluie intense. On va faire le point dans un instant parce que ça a aussi été intense, dans cette demi-finale entre la France et l'Espagne. Les Bleus qui viennent tout juste de perdre contre les Espagnols. Donc, un match qui n'a pas été à la hauteur des fans et non plus des prévisions des experts. Lily, la communauté française de Montréal était réunie pour regarder ce match. J'imagine que la déception est très vive en ce moment. Oui, à l'instant où on se parle, les gens s'en vont. Mon caméraman peut vous montrer, là, les gens se serrent dans les bras, sont très tristes. Il y a eu beaucoup d'ambiance ici, il faut le dire. Tout au long du match, les gens chantaient. Mais là, l'ambiance n'est plus à la fête du tout. Et donc, c'est la France qui vient de perdre 2-0 contre l'Espagne. On a un partisan qui est avec nous présentement. Et comment qu'on se sent, là? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. On s'attendait à la victoire aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le score qu'on voulait aller au final. On y croyait jusqu'à la fin. On pensait que le premier but allait venir. Puis une fois que le premier but arrive, on pensait fortement que le deuxième allait arriver. Mais malheureusement, ça s'est pas passé. Puis c'est la fin d'un très bon tournoi au final. C'est la première fois aussi que l'équipe s'est pris de l'arrière. Dans tout le tournoi, ils n'ont jamais été en arrière. Ça a été un challenge. Puis l'Espagne, à la fin de la journée, c'est un très bon club. C'est un très bon pays. Ils ont bien contrôlé le ballon du début à la fin. Puis malheureusement, ils n'ont pas pu trouver le premier but. Puis c'est la fin du tournoi pour la France, je pense. Merci beaucoup. Donc, c'est une journée qui est particulièrement triste pour les Français puisque c'est la fête nationale aussi, 14 juillet. J'ai rencontré des gens un peu plus tôt, avant que ça commence, qui nous expliquent pourquoi c'est important pour eux d'être ici pour le match. Ça fait plaisir parce qu'on a une grosse communauté francophone à Montréal. Ça fait aussi plaisir de voir l'équipe de France pouvoir aller aussi loin dans la compétition. Ça tombe la fête nationale. Est-ce que ça ajoute en plus? Exact. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est un symbole encore plus fort. Ça fait 2 ans que j'habite en France avec ma copine, qui est française. Et elle m'a vraiment transmis la passion du foot, comme ils disent là-bas. Au début, je prenais pour le Canada, mais vu qu'ils ont perdu, maintenant, je prends pour la France. C'est super important, surtout le foot, comme c'est le sport national. Mais aujourd'hui, on est réunis. Il y a quand même une grande communauté française et c'est important de se réunir. Ça a quand même été un beau tournoi pour les Français. Maintenant, on va savoir demain qui l'Espagne va affronter en finale. Oui, parce que c'est soit l'Angleterre, soit l'Argentine. Les deux équipes s'affrontent demain à 15 heures. Donc, l'Espagne va affronter une de ces deux équipes. Je rappelle qu'en 2022, c'est l'Argentine qui avait gagné la Coupe du monde contre la France, d'ailleurs. Donc, la France espérait prendre sa revanche en se rendant en finale de la Coupe du monde, mais c'est terminé, malheureusement, pour la France. Je suis ici, là, au bar Ricard. Il y a beaucoup de personnes, des dizaines, une centaine de personnes qui étaient sur place et on voit les gens sont vraiment très tristes et retournent à la maison tranquillement. Là, c'est terminé pour la France dans le tournoi de la Coupe du monde. Merci, Lily. Au revoir. On va aller faire un tour en France, justement, pour voir comment est l'ambiance en cette journée de fête nationale alors que les Bleus viennent de perdre face à l'Espagne. On retrouve tout de suite le journaliste indépendant Philippe Tessera-Lessard qui est à Lyon. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Marie-Claude. Bon, on sait que pour les Français, le foot, le soccer, c'est le sport national. Comment ça se passe de ton côté? Exact. Une soirée très difficile pour les partisans français. Évidemment, les messages sont longs autour de moi à la suite de cette défaite de la France. Tout au long du match, on entendait les cris des partisans rassemblés place Bellecour derrière moi, mais aussi dans toutes les rues du centre-ville. Des cris donc à chaque espoir, à chaque remontée de l'équipe de France vers le but espagnol. Mais malheureusement, ces remontées ont été trop peu nombreuses et les buts surtout se sont fait désirer. Et donc, c'est ce qui donne la défaite de ce soir avec un public français très déçu,
très déçus de la finalité, alors que la France était quand même la favorite de cette Coupe du Monde. De célébration en France, alors qu'on souligne la prise de la Bastille, c'est la fête nationale des Français. Est-ce que les gens ont quand même un peu le cœur à la fête? Puis là, je pense aussi aux feux de forêt dans la forêt de Fontainebleau. Est-ce qu'il y a quand même des traditionnels feux d'artifice? Exact. Le traditionnel feu d'artifice devrait débuter dans quelques secondes, quelques minutes peut-être derrière moi, sur la colline de Fourvière. Mais il faut dire que c'est l'un des seuls feux d'artifice qui a été autorisé par les autorités en France aujourd'hui, parce qu'on en est à la 3e canicule depuis le début du printemps. Donc, les arbres sont secs, la végétation est sèche, et comme vous le disiez, il y a des feux de forêt, des départs de feu dans la forêt de Fontainebleau, tout près de Paris, mais aussi à travers le territoire français. On a vu notamment des autoroutes coupées par des incendies, des lignes ferroviaires, des trains avec des heures et des heures de retard parce que le feu prenait carrément le dessus sur les lignes ferroviaires dans les derniers jours. Et donc, les autorités ont voulu limiter les risques de propagation, limiter les risques de départ de feux supplémentaires et donc ont autorisé un nombre très limité de feux d'artifice. C'est le cas aujourd'hui à Paris, aussi à Lyon, mais dans la plupart des villes françaises, les feux d'artifice ont été annulés ce soir. Philippe, parle-nous aussi de ce grand défilé qui a eu lieu pour célébrer la fête nationale où l'Ukraine est à l'honneur ce soir. Exact. Dans le défilé du 14 juillet, parce qu'on sait que la France, c'est un des seuls pays occidentaux qui fait encore un défilé militaire traditionnel avec chars d'assaut, hélicoptères, soldats dans la rue pour exposer la puissance jusqu'à un certain point du pays et aussi célébrer les forces armées. Donc, cette année, c'était 6600 militaires à pied, en plus de tous les véhicules de combat qui ont défilé sur les Champs-Élysées devant Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, mais aussi plusieurs chefs d'État de cette fameuse coalition des volontaires, ces chefs d'État les plus convaincus dans leur appui à la guerre, dans leur appui en fait à l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Et donc 25 soldats ukrainiens ont été détachés du front pour parader avec les soldats français sur les Champs-Élysées. Volodymyr Zelensky qui a pu voir toute la parade. On dit qu'il a applaudi au moment où les canons César, des canons qui ont été fournis par les Français aux forces ukrainiennes, ont défilé. Quand même, très symbolique. Merci beaucoup, Philippe Tessera-Lessard, en direct de Lyon. Merci. Parlons maintenant du conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis ont intensifié leur frappe contre l'Iran et en guise de riposte, le régime iranien a attaqué des installations américaines à Bahreïn, une monarchie dans le Golfe. Ces bombardements surviennent alors que Washington a repris son blocus des ports iraniens dans la dernière heure. Et le président américain Donald Trump croit qu'un accord durable est toujours possible entre les parties. D'ailleurs, les discussions avec les médiateurs se poursuivent. Aux États-Unis, maintenant, des manifestations ont eu lieu après qu'un homme ait été abattu par la police de l'immigration ICE dans le Maine hier. L'automobiliste de 26 ans, originaire de la Colombie, a été tué par balle par un agent lors d'une opération de contrôle. C'est la 9e personne à mourir aux mains de l'ICE depuis que le président Trump a lancé une campagne de répression contre l'immigration l'année dernière. On revient chez nous maintenant. Il y a une grande partie du Québec qui est toujours visée par des veilles d'orages violents. Il y a même eu des avertissements de tornades. À certains endroits, le ciel est devenu noir comme en pleine nuit. À d'autres, c'était orange. Bref, on fait le point avec le météorologue et président de Météo Global, Jean-Charles Beaubois. Bonsoir, Jean-Charles. Bonsoir, Marie-Claude. Bon, ça a comme brassé aujourd'hui, puis à un moment donné, on ne savait plus trop sur quel pied danser. Quelle région a été surtout touchée à l'heure où on se parle? Ben, je dirais que ce sont les régions entre Trois-Rivières et Québec qui ont reçu pas mal d'averses orageuses, d'orages carrément, parfois violents. Ça a commencé très tôt ce matin, vers 5-6 heures du matin pour Trois-Rivières justement. Puis la grande région de Montréal, par exemple, s'est retrouvée vraiment en marge des systèmes. Ça ne veut pas dire que c'est fini au moment où on se parle, mais vous savez, les orages, c'est un peu comme une mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients soient là pour que la mayonnaise et l'orage prennent. Et ici, force est de constater que, par exemple, au niveau des températures, sur la grande région de Montréal, on a atteint 29-30 degrés cet après-midi, alors qu'on prévoyait plutôt 34 degrés. Cette différence, plus la couverture nuageuse probablement dû aux feux de forêt et aux fumées, eh bien, on fait que les ingrédients n'étaient vraiment pas là pour exploser de façon très très importante, ce qui a quand même fortement limité les choses à l'heure où on se parle pour l'instant. Jean-Charles, est-ce qu'il y a eu des tornades aujourd'hui? Quand je pense à Drummondville, où il y en aurait peut-être une micro-tornade, est-ce que c'est le cas?
Non, pour l'instant, il faut toujours une analyse pour la suite et qui se fait dans les jours qui suivent. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu de tornade ou un semblant de tornade. Il y a eu peut-être, mais sur les observations qu'on a sur les radars, etc. Alors pas pour l'instant. Des cellules qui ont tendance à tourner, mais rien de concret. Et assez rapidement, pour les prochaines heures, là, on s'attend à quoi? Est-ce qu'on est tiré d'affaire? Plus ou moins, c'est sûr que plus on va entrer dans la soirée, les températures vont diminuer et donc le potentiel va diminuer lui aussi. Néanmoins, on a encore quelques cellules ici et là qui éclatent, notamment sur le Bas-Saint-Laurent, du côté de Rimouski, où on a un orage actuellement assez intense. Sherbrooke aussi est aux prises avec un orage actuellement. Et on a encore quelques petites cellules un peu sur le nord-ouest. Donc, c'est pas tout à fait terminé, mais ce ne sera pas la fin du monde pour ce soir. On continue de surveiller ça. Merci beaucoup, Jean-Charles. À la prochaine. Avec plaisir. En éducation, maintenant, il y a des centaines d'étudiants étrangers qui voient leur projet d'avenir vaciller. Après la fermeture soudaine de 4 collèges privés, ils ignorent quand, comment et où ils vont pouvoir poursuivre leur formation. Pour certains, le rêve de rester au Québec est même carrément menacé. Marie Cassimard. J'ai complété tout le programme, toutes les études, j'ai accédé au stage. J'ai galéré pour trouver un stage dans le domaine médical vu que c'est un peu rare pour trouver un stage là-dedans. J'en ai trouvé un, j'ai terminé mon stage, j'ai posé mon rapport pour ça, mais soudain, l'école est fermée. Elle n'a plus de permis pour éduquer. C'est dans un courriel envoyé vendredi après-midi que des centaines d'étudiants internationaux ont appris que l'établissement dans lequel ils poursuivaient leurs études était fermé. Il s'agit du Collège supérieur de Montréal, du Collège Veritas, du Collège Herzing et du Collège supérieur de Sherbrooke. Au moment où les étudiants internationaux ont appliqué, ils avaient le permis. Du moment où les gens sont arrivés, ils avaient le permis d'établissement. Du moment où même la semaine passée, les gens étudiaient encore, ils avaient le permis. Fait que l'étudiant, lui, a tout fait ce qu'il avait à faire. Lui, il n'est pas au courant des enquêtes, discussions entre l'administration, évidemment, puis le ministère. Puis là, se retrouve du jour au lendemain avec une feuille à la porte en mode « c'est terminé ». En fait, c'est un permis d'études qui donne le droit de travailler à hauteur de 20 heures par semaine. Fait que là, en n'ayant plus la possibilité d'étudier, ils perdent aussi le droit de travailler. Il faut bien savoir que la plupart du temps, ces étudiants-là sont aussi des pères et des mères de famille, donc ils doivent aussi subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc là, ils n'ont plus la possibilité de travailler. On est titulaire d'un permis d'études et on travaille à temps partiel. OK. Tu vois? Donc on ne peut pas travailler et ne pas étudier. Parce que l'activité principale ici qu'on est venu faire, c'est étudier. Dans la lettre envoyée par le ministère aux étudiants concernés, on apprend que ceux-ci seront redirigés vers les centres de services scolaires et que les frais de scolarité pourraient être exemptés en raison du contexte particulier. Contacté par courriel, le ministère de l'Éducation assure que la priorité demeure d'assurer la protection et le bien-être des étudiants, la qualité des services éducatifs et la continuité de leur parcours. Le diable va être dans les détails en sens où il va falloir voir l'application de ça. Il va falloir aussi voir à quel point les gens réussissent finalement à s'inscrire ailleurs, puis à quel point c'est simple. On voit que leur démarche d'immigration ne sera pas simple. Il va falloir modifier leur certificat d'acceptation du Québec. Il va falloir voir les lettres d'établissement, qui va les accepter, puis aussi quelle partie de leur programme va être reconnu. Quelqu'un pour lequel il restait un cours à faire, qu'est-ce qui va lui être offert finalement? T'sais? Vous allez pas recevoir une lettre d'acceptation d'un centre de service scolaire en plein mois de juillet, en 2 temps, 3 mouvements. Moi, j'espère vraiment que le ministère de l'Immigration soit partenaire là-dedans, qu'il y ait une main tendue, qui facilite des parcours, puis qui prenne vraiment le temps d'appeler les gens impactés, parce que là, c'est la réputation du Québec. Là. Contacté par courriel par notre équipe, le Collège supérieur de Montréal, qui accueille à lui seul plus de 500 étudiants, n'a pas retourné notre demande. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Grand changement à l'hôpital général juif de Montréal. L'institution fait son entrée dans le réseau des hôpitaux universitaires. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce ce matin. Ça va permettre aux étudiants de l'Université McGill de compléter leur formation là-bas. La ministre espère aussi que de nouveaux liens se tissent avec les universités francophones. Le centre hospitalier dessert 300 000 usagers chaque année et 4 000 femmes enceintes.
retrouve notre collaborateur Victor Henriquez en deuil de la défaite de son équipe en Coupe du Monde, mais heureux d'être avec nous. Salut Victor. Parlons d'autre chose, Marie-Claude. Heureusement que tu es là pour me remonter le moral. Alors, on change tout de suite de sujet. On va parler de cette rencontre entre Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, et l'actuelle première ministre, Christine Fréchette. Avant qu'on parle du contenu de cette rencontre-là, c'était quand même très, très symbolique comme image. Non, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce symbole-là. Madame Marois, qui a été élue en 2012, devenant ainsi la première femme première ministre du Québec, et de voir cette rencontre avec Christine Fréchette, je trouvais que c'était un très beau symbole. On a senti d'ailleurs que les deux femmes étaient aussi heureuses de se présenter devant les médias. Donc, je trouve que ne serait-ce que cette rencontre-là valait vraiment la peine pour l'image qu'elle nous a donnée du Québec et de notre société. Ouais. Une rencontre qui valait aussi la peine de par le sujet super important qui était au cœur de cette rencontre, la crise de l'itinérance. Donc, on sait que Mme Marois demande, entre autres, une grande consultation. Est-ce que ce sera le cas du côté de la CAQ? Alors finalement, oui, Mme Fréchette aujourd'hui a annoncé qu'elle avait accepté la tenue d'un grand forum. Mme Marois demande depuis le mois de mai dernier la tenue d'un sommet national sur l'itinérance pour réunir tous les acteurs qui sont concernés. Et c'est une demande qui avait été acceptée par tous les autres partis, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, Parti conservateur. Tous se sont engagés à tenir un tel sommet d'ici le printemps 2027. Il ne manquait que Christine Fréchette qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas nécessairement répondu positivement à cette demande. Mme Marois a demandé un tête-à-tête ce qu'elle a eu. Et aujourd'hui, Mme Fréchette a annoncé que le gouvernement tiendrait un grand forum national pour préparer la prochaine politique nationale sur l'itinérance, en espérant également que d'autres acteurs comme le fédéral et le privé seront présents autour de la table. Oui. L'enjeu est majeur et touche toutes les régions du Québec. Je pense à Val-d'Or, entre autres, Montréal, Québec, Trois-Rivières. C'est partout, dans les grandes villes comme dans les régions. Est-ce que c'est ça dont on a besoin présentement, un sommet sur l'itinérance? Je pense que l'idée est excellente, Marie-Claude, parce que oui, c'est un secteur où est-ce qu'il y a aujourd'hui de multiples raisons à cette itinérance-là, mais il faudra surtout avoir une coordination de tous les acteurs. Et c'est un peu ce que les sommets, historiquement, ont permis de faire, notamment le Sommet national sur la jeunesse, par exemple, en 2002. C'est de mettre tous les acteurs ensemble, c'est de s'assurer aussi que les différents acteurs de la société civile s'engagent, que ce soit le privé avec de l'argent, que ce soit avec des logements, que ce soit le gouvernement fédéral, les villes. Alors, tout le monde doit se mettre autour de la table, je pense que l'idée est intéressante et on verra comment est-ce qu'elle sera implantée par le prochain gouvernement. Oui, clairement, il faut trouver des solutions. Merci beaucoup, Victor. Merci. Bonne soirée, Marie-Claude. En Europe, maintenant, on suffoque dans les villes les plus prisées des touristes. En conséquence, des voyageurs se tournent vers des destinations où la température est plus clémente. Les pays scandinaves, entre autres, et nordiques ont de plus en plus la cote. C'est ce qu'on appelle des coolcations. Les détails avec Juliette Poirot. Il fait encore très chaud au Québec en ce 14 juillet, 33 degrés à Montréal avec un humidex de 42, une chaleur étouffante qui donne pas vraiment envie de sortir. Et cette chaleur extrême, on la retrouve dans plusieurs villes du monde qui sont normalement prisées par les touristes. On parle de 34 degrés à Paris, 31 degrés à Barcelone et 32 degrés à Athènes, sans compter l'humidex. Et pour échapper à cette chaleur, les voyageurs se tournent de plus en plus vers des destinations plus froides, loin des plages et du soleil de plomb. Une tendance qui s'intitule Coolcation, la contraction du mot cool qui veut dire frais et du mot vacation qui veut dire vacances. Ce que c'est le Coolcation, c'est cette idée d'avoir comme destination un endroit où il va faire plus frais. Ça peut être en montagne, sur le bord de la mer, mais dans un endroit plus frais. En forêt aussi, donc dans les lieux ombragés. Fait qu'il y a des destinations qui sont plus propices à ça, des destinations où il y a plus d'altitude, plus de nature ou carrément qui sont plus au nord. Selon un rapport de Booking.com sur le voyage et le développement durable, l'incertitude climatique influence fortement la façon dont les gens planifient leur voyage. 74% des voyageurs mondiaux tiennent compte du risque de conditions météorologiques extrêmes lorsqu'ils choisissent leur destination et la date de leur voyage, tandis que 25% choisissent explicitement des destinations plus fraîches. Quand tu es dans le milieu touristique, la Scandinavie, donc les pays scandinaves, Norvège, Finlande, Suède, l'Islande, tous ces pays sont souvent les pays qui sont des pays références. Justement, il fait aujourd'hui 13 degrés en Islande, 22 degrés à Helsinki en Finlande et 26 degrés à Stockholm en Suède. En plus de la température plus clémente, les voyageurs semblent rechercher davantage de destinations plein air et découvertes, loin des grands centres et des plages de sable blanc.
Je pense que les gens sont rendus sur on va aller outside the box, à l'extérieur des destinations communes. Et c'est pour ça que je pense que l'Islande est un des voyages particuliers à faire. Pas pour tous les portefeuilles, par contre, mais sur l'Islande, sur la Norvège, notre argent a quand même très peu de valeur. Donc, c'est quand même déjà, à la base, c'est pas des pays très abordables. Le Québec se définit maintenant comme une tendance potentielle pour le coolcation. Parce que même au Québec, il y a déjà plusieurs zones de température. Il s'agit de voyager un peu en retrait des zones urbaines, que ce soit vers la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, Charlevoix, Côte-Nord. Ce sont vraiment effectivement des régions qui sont plus fraîches. L'été dernier, la région de la Côte-Nord a enregistré un nouveau record d'affluence avec près de 108 000 touristes, une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Et en voyant ces images, nous aussi, ça nous donne envie de faire des coolcations. Alors, si vous aussi, vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle qui vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, bien sûr, je vous invite à m'écrire à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre site web Nouveau Info pour voir ou revoir tous nos reportages et aussi nos entrevues. Au Manitoba, un ex-député fédéral a été arrêté pour trafic d'armes à feu et possession de biens criminellement obtenus. L'arrestation d'Inky Mark, 78 ans, survient dans le cadre d'une enquête qui était en cours depuis la fin du mois de mars. Les autorités ont saisi plus de 430 armes, un canon antique et plus de 300 000 $ en espèces à son domicile. L'ancien élu a siégé à la Chambre des communes de 1997 à 2010. On regarde présentement une voiture qui vous rappelle peut-être des souvenirs d'enfance. La chanteuse Annie Brocoli a partagé une photo de sa coccinelle lourdement endommagée sur les réseaux sociaux. Elle raconte avoir une violente collision avec un chevreuil dans les derniers jours. Plus de peur que de mal, heureusement, mais la voiture emblématique de l'artiste est une perte totale. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. À 22 h, on va s'en aller à Paris, en France, parler avec la journaliste indépendante Alexandra Chaska, les Français qui célèbrent leur fête nationale, mais qui pleurent la défaite des Bleus en Coupe du monde. À tantôt.